Gracchus raconte présente O. Henry, le fils prodigue et la vendetta. Curly le clochard exécuta une habile conversion dans la direction du comptoir où l'on servait le déjeuner aux clients de l'hôtel. Ce faisant, il surprit un coup d'œil fugitif du garçon et s'immobilisa aussitôt en affectant l'attitude blasée d'un homme d'affaires qui sort de la salle à manger du Menger Palace Hotel et qui attend son chauffeur. La véracité de la pose attestait les qualités histrioniques de Curly. Malheureusement, sa garde-robe ne convenait pas au personnage. Le garçon fit le tour de son comptoir d'un air absent, les yeux fixés au plafond, comme s'il était en train de ruminer un vague projet de fresque, et tomba sur Curly avec une si soudaine impétuosité que le vagabond fut pris de court. Irrésistiblement, mais si posément qu'il semblait que ce fût une pure distraction de sa part, le vigilant vivrier poussa Curly jusqu'à la porte et le jeta dehors d'un coup de pied avec une nonchalance qui frisait la mélancolie. Telles sont les mœurs du Sud-Ouest. Curly se releva lentement. Il ne ressentait ni colère ni rancune à l'égard de l'expulsif barman. 15 années de vagabondage, sur les 22 qu'il avait vécues, avaient durci les fibres de son viscère sensitif. Les javelots et les flèches que lui lançait un hostile destin retombaient émoussés après avoir frappé le bouclier de sa fierté et la cuirasse de son amour-propre. C'est avec une résignation particulière qu'il acceptait les outrages et les insultes des barmen. De par les lois de la nature, ils étaient ses ennemis, et, contrairement à cette même loi, il arrivait souvent qu'ils fussent ses amis. C'était à lui de courir le risque dans ses relations avec eux. Mais il n'avait pas encore appris à juger ces froids et indolents chevaliers du tire-bouchon du Sud-Ouest, qui ont les manières d'un comte de Paotouquette, et qui, lorsque votre présence les offusque, vous expédient avec la même rapidité silencieuse qu'un robot joueur d'échecs poussant un pion. Curly resta quelques instants immobile dans la petite rue étroite et déserte. San Antonio le déconcertait et le troublait. Il y avait 3 jours qu'il jouissait de l'hospitalité gratuite de la ville, où il était arrivé sur les cieux d'un vagabond de marchandises, parce que Greaser Honey lui avait assuré à Des Moines que la métropole du Texas était un entrepôt gorgé de manne, toute cuite et assaisonnée, servie gratuitement dans le sucre et la crème. Curly n'avait apprécié le tuyau que partiellement. De l'hospitalité, il y en avait à profusion, et de la plus généreuse dispensée avec une sorte de nonchalance entachée d'irrégularité. Mais la ville elle-même restait pour lui une surprise et une énigme rebutante, habitué qu'il était aux cités affairées, trépidantes et mécanisées du nord et de l'est. Ici c'est souvent, certes, qu'on lui jetait $1, mais trop souvent aussi cette libéralité était accompagnée d'un coup de pied décerné sans malice, bien qu'avec une robuste précision. Un jour, sur la Military Plaza, une bande de cow-boys en goguette l'avait attrapé au lasso et traînait sur le sol noir et poussiéreux, à tel point qu'il était sorti de là plus barbouillé, sordide et repoussant qu'un ramoneur. Toutes ces rues en serpentins entrecroisés et entrelacés, qui semblaient n'aboutir jamais nulle part, le désorientaient. Et puis, il y avait une petite rivière, recourbée comme un crochet de marmite, qui traversait la ville en rampant, telle une couleuvre, et qu'enjambaient une centaine de petits ponts si semblables les uns aux autres que Curly finissait par en être énervé. Et ce dernier barman chaussé du 44. Il était 8 heures du soir. Sur l'étroit trottoir du coin de rue, devant la porte du café, les joyeux buveurs entraient et sortaient à tout instant en bousculant Curly avec un discourtois sans gêne. Le clochard s'engagea dans l'avenue de gauche, où il apercevait, au loin, une devanture brillamment illuminée. Puisqu'il y avait de la lumière, il devait y avoir des êtres humains. Et partout où se trouvaient des êtres humains, à San Antonio, après la tombée de la nuit, il était possible qu'il y eût de la nourriture et il était certain qu'il y avait à boire. Curly se dirigea vers la lumière. Celle-ci provenait du café Schwegel. Au moment d'entrer, Curly repéra sur le trottoir une vieille enveloppe qu'il ramassa. Elle était vide, mais elle aurait pu aussi bien contenir un chèque d'1 million. Quoi qu'il en soit, elle était adressée à M. Otto Schwegel, et d'après le timbre de la poste, elle provenait de Détroit. Curly entra. Sous les lampes étincelantes du café, les injures subies par sa personne et son attifement, au cours de ses 15 ans de vagabondage, se manifestèrent avec un cruel éclat. Il n'avait rien de la correction trompeuse des rusés cheminots professionnels. Sa garde-robe se composait de spécimens haillonneux, ayant appartenu à une demi-douzaine d'époques et de modes. 2 usines de chaussures avaient combiné leurs efforts pour garnir ses métatarses.
Son aspect faisait germer en votre esprit de vagues réminiscences de momies, de statues de cire, d'exilés russes, de philanthropes ruinés et de naufragés sur une île déserte. Son visage était recouvert, presque jusqu'aux yeux, d'une barbe brune et bouclée, curly, qu'il rognait de temps en temps avec son couteau de poche, et à laquelle il devait son nom de route. Son air sombre, et la crainte, la ruse, l'impudence et la flagornerie qui se lisaient dans ses yeux bleus, révélaient le lourd fardeau d'épreuves que la vie lui avait imposé. Le café n'était pas très vaste, et dans son atmosphère exiguë, les odeurs de la cuisine et des liqueurs fortes luttaient âprement pour la suprématie. Le porc et le chou disputaient la palme aux diverses combinaisons d'hydrates de carbone. Derrière le comptoir, Schwegel et son assistant répandaient des torrents de sueur provoqués par un labeur de titan. Bière, saucisses, choucroute, lard fumé, jambon et bière se déversaient à flots et à foison dans les gosiers inassouvissables des clients. Curly se glissa au bout du comptoir, expectora une tour rauque et creuse et informa Schwegel qu'il était un ébéniste de Détroit au chômage. Le stratagème fut d'une réussite inespérée. En moins de temps qu'il n'en faut à un garçon de restaurant populaire pour vous présenter l'addition, une choucroute garnie et un demi jaillirent du laboratoire jusque sous le nez de Curly. « Du Détroit ?» demanda le brave Schwegel. « Tu as peut-être reconnu là-bas un nommé Heinrich Strauss ?»« Si j'ai connu Heinrich Strauss !» s'écria Curly avec tendresse. « Ah, mon vieux, si j'avais seulement autant de dollars que j'ai joué de fois à la belote avec Henry les dimanches après-midi. » Une seconde tournée fut la récompense de cette diplomatique hypothèse. Puis Curly, qui savait à un quart de boc près ce qu'il pouvait extraire de ses petites impostures, s'éclipsa et regagna le trottoir. C'est alors qu'il commença de ressentir les aspérités de cette dure cité méridionale. Point de cette gaieté, de cette lumière, de cette musique inondant les rues des villes du Nord, et dispensant généreusement leurs agréments aux plus misérables clochards. Ici, toutes les froides et lugubres maisons de pierre de taille étaient déjà closes, pour se protéger sans doute des épaisses vapeurs de la nuit. Les rues semblaient transformées en canaux où se coulaient de grandes traînées de brouillard émergeant de la rivière. Derrière les volets fermés, Curly entendait en passant des éclats de voix, des rires, des bruits de jetons et de pièces de monnaie, des chants et de la musique. Mais ces distractions étaient strictement privées. L'époque des grandes réjouissances populaires n'était pas encore née à San Antonio. Tout en errant au hasard, Curly tomba bientôt, au tournant d'une autre rue déserte, sur une bande joyeuse de cow-boys venus des ranchs voisins qui galipettaient en plein air devant le portail d'un antique hôtel en bois. Un grand braillard d'éleveur de moutons, qui venait tout juste d'esquisser un mouvement dans la direction du bar, entraîna brusquement Curly à l'intérieur, comme il eût poussé dans le corral une brebis retardataire. Les princes de la corne et de la laine qui remplissaient le bar accueillirent le clochard avec des rugissements de joie, et s'efforcèrent aussitôt de conserver cette nouvelle découverte zoologique dans l'alcool de leur hospitalité. Une heure plus tard, Curly sortit en titubant du bar de l'hôtel, chassé par ses inconstants amis, dont la curiosité pour cet animal inconnu s'était éteinte aussi vite qu'elle s'était éveillée. Rempli de carburant jusqu'à la gueule, et le magasin gorgé de vivres, le clochard n'avait plus maintenant qu'un problème à résoudre, celui d'une chambre et d'un lit. Une petite pluie fine et froide s'était mise à tomber. Une de ces interminables bruines qui dépriment le cœur des hommes et font surgir des pierres et des tuiles chaudes une brume maussade. C'est ainsi qu'une fois par an, le rugueux Aquilon, portant le salut ou l'adieu de l'hiver, fouette de ses eaux glaciales le visage du doux printemps ou de l'aimable automne. Curly, se fiant à son flair, s'engagea dans la première rue qu'il rencontra, la suivit jusqu'au bout et finit par arriver sur le bord de la petite rivière tortueuse qui baigne la métropole. Là, il vit une grande cour entourée de murs et dont le portail était resté ouvert. Des feux de campement rougeoyaient encore à l'intérieur. Curly entra et aperçut de nombreux chevaux qui croquaient leur avoine sous les hangars, adossés aux murs. La cour était pleine de chariots et de voitures, de harnais et d'équipements négligemment jetés sur les timons et sur les brancards. Curly jugea qu'il avait fait une heureuse irruption dans l'un de ces parcs à voitures que les marchands de la cité mettent à la disposition de leurs clients et amis des environs. Personne n'était en vue. Sans doute les conducteurs de ces véhicules s'étaient-ils répandus dans la ville, afin de voir l'éléphant et d'entendre la chouette, comme dit le poète. Aiguillonné par son désir impatient de participer aux multiples et alléchantes rigolades métropolitaines, le dernier campagnard qui était sorti devait avoir oublié de fermer la grille.
Ayant avalé assez de nourriture pour assouvir l'appétit d'un boa et assez de boisson pour étancher la soif d'un chameau, Curly ne se sentait ni désireux ni capable de jouer à l'explorateur. Il se dirigea en zigzagant vers le premier véhicule que son œil trouble discerna sous le hangar, dans la faible lueur jetée par les feux voisins. C'était un chariot à 4 roues, recouvert d'une bâche en toile blanche, et à moitié rempli d'un tas de sacs à laine, de paquets de couvertures grises, et d'un assortiment varié de balles et de caisses. Tout homme sensé, et à jeun, eût immédiatement reconnu dans cette cargaison un stock d'approvisionnement destiné à l'une des haciendas des environs, prêt à partir le lendemain matin. Mais aux yeux de notre clochard engourdi par l'alcool et la mangeaille, tout cela signifiait exclusivement chaleur, confort et protection contre la froide humidité de la nuit. Après plusieurs efforts infructueux, il réussit enfin à maintenir suffisamment son équilibre pour grimper sur une roue et se laissa culbuter la tête la première dans le lit le meilleur et le plus chaud dont il eût jamais joui depuis longtemps. Alors il se transforma en bête de terrier, creusa son trou, comme un renard, dans la douillette cargaison, s'enfouit complètement sous la pile des sacs et des couvertures, aussi confortable et aussi tranquille qu'un ours dans son antre. Il y avait 3 nuits que Curly n'avait goûté qu'un sommeil intermittent, incommode, coupé de frissons et de brusques réveils. Aussi, maintenant que Morphée avait consenti à le recevoir dans son giron, Curly enlaça si désespérément le vieux gentleman mythologique qu'il semblait impossible que n'importe quel autre mortel pût s'offrir cette nuit-là une seule minute de sommeil. 6 cow-boys du Chibolo attendaient devant le magasin du ranch. Leurs chevaux broutaient l'herbe auprès d'eux. Attachés à la mode du Texas, c'est-à-dire pas attachés du tout, il suffit de laisser tomber leurs rênes à terre. Telle est la puissance de l'habitude et de l'imagination pour les retenir plus efficacement que ne l'eût pu faire une longe de la grosseur d'un pouce liée à un gros chêne. Ces pittoresques gardiens de troupeaux flânaient nonchalamment, une feuille de papier à cigarette à la main, en maudissant débonnairement, mais sans relâche, Sam Revel le magasinier. Sam, debout sur le seuil de la porte, s'occupait activement à faire claquer les élastiques qui saignaient les manches de sa chemise en mandrin rose, tout en maintenant la tête baissée pour contempler avec tendresse la seule paire de souliers jaunes qui existât à 20 lieues à la ronde. Le péché qu'il avait commis était des plus graves, et il se sentait partagé entre la nécessité de s'excuser humblement et une admiration sans borne pour la beauté de ses pieds. Les souliers coûtaient $10. Le péché pouvait se résumer en quelques mots. Il n'y avait plus de tabac dans le magasin du ranch. « Je croyais bien qu'il y en avait encore une caisse sous le comptoir, les gars, » expliqua Sam. « Mais c'était des cartouches. »« T'as sûrement eu un accès de dingue !» dit Pocky Rogers, un gardien du Potrero de Largo Verde. « Tu mériterais un bon coup de manche de fouet sur le crâne. J'ai fait 15 kilomètres pour venir chercher du tabac. Et si on te laisse encore en vie après ça, y a pas de justice. » Les copains fumaient du tabac chic et mélangé avec des feuilles de mesquite séchées quand je les ai quittés, soupira Mustang Taylor, un dresseur de chevaux du campement de Freehelm. Ils vont m'attendre à partir de 9h avec leur papier à cigarette à la main, histoire d'en griller une bonne avant de s'endormir. Et il faudra que je leur dise que cette espèce de navet rose aux yeux de mouton et aux pieds fourchus qui s'intitule Sam Revel a laissé le stock de tabac se volatiliser. Gregorio Falcon, un vaquero mexicain, le meilleur lanceur de l'assaut du Chibolo, repoussa son lourd sombrero brodé d'argent sur sa nuque aux épaisses boucles noires et raclant le fond de ses poches, en extirpa quelques miettes de la précieuse substance. « Ah, Don Samuel !» dit-il d'un air réprobateur, mais avec une noble courtoisie castillane. « Excusez-moi, les petits lapins de Garenne et la brebis, on dit qu'ils ont les plus minusculissimes sesos, comment dites-vous, cervelas de toutes les bêtes. Ah, non, non, ne voulez pas croire ça. Don Samuel, yo pense que les hommes qui permettent la dévastation funeste de todo le tabac de magasin, mais excusez-moi, Don Samuel. »« Allons les gars, à quoi ça vous sert de râler comme ça ?» dit l'imperturbable Sam, en se baissant pour essuyer ses souliers avec son mouchoir jaune et rouge. « Renz va sûrement rentrer ce soir de San Antonio et je lui ai dit de vous rapporter du perlo. Il a envoyé son cheval hier par Pancho, et c'est lui qui va ramener la voiture. Il n'y a pas beaucoup de chargement, juste quelques sacs de laine, des couvertures, des clous, des boîtes de pêche et 2-3 autres trucs pas lourds. Vous connaissez Renz, il part toujours de bonne heure, et il conduit à tout casser. Il sera ici à la tombée de la nuit. »« Quel canasson qu'il a ?» demanda Mustang Taylor, les yeux brillants d'espoir. «
La paire de gris, répondit Sam. Alors j'attends encore un peu, Dit le dompteur de Broncos. Ces deux poulains-là dévorent la piste comme un coq de bruyère avale un aspic. Tu peux m'ouvrir une boîte d'abricots, Sam, pour me faire patienter? Et pour moi, ce sera une boîte d'ananas, commanda Pocky Rogers. Je vais attendre aussi. Les cow-boys résignés s'assirent sur les marches du perron, tandis que Sam, à l'intérieur, ouvrait les boîtes de fruits avec une hachette. Le magasin, une sorte de vaste grange en bois peint en blanc, se trouvait entre la maison d'habitation du ranch et le corral aux chevaux. Plus loin, l'on apercevait les hangars à laine et les cabanes couvertes en chaume dans lesquelles s'effectuait la tonte, car le chibolo élevait à la fois du bétail et des moutons. Derrière le magasin s'élevaient les paillotes des Mexicains qui travaillaient au ranch. La maison d'habitation se composait de 4 vastes pièces, aux murs blanchis à la chaux, et d'un appentis en bois de 2 pièces. Une galerie large de 7 mètres faisait le tour du bâtiment qui se dressait au cœur d'un bouquet de chênes et d'ormes pleureurs gigantesques, près d'un lac étroit et long et d'une très grande profondeur, dans lequel on voyait à la tombée de la nuit sauter d'énormes brochets qui s'ébattaient et plongeaient bruyamment. Des guirlandes de lierre et des masses de mousse grise et mélancolique pendaient aux branches des arbres. En vérité, cette maison du Chibolo avait un aspect plutôt sudiste, et l'on eût pu croire que le vieux Kiowa Truesdale l'avait emporté avec lui des rives du Mississippi lorsqu'il émigra au Texas en 1855, avec sa carabine sous le bras. Mais, à défaut du manoir familial, Truesdale apporta bien réellement avec lui un autre apanage de famille, plus indestructible que la brique ou la pierre. Il apporta la vendetta des Truesdale contre les Curtis. Et quand par suite d'une funeste fatalité, un Curtis vint acheter le rancho de Los Olmos, à 25 kilomètres du Chibolo, il ne tarda pas à y avoir du grabuge dans la savane. En ces temps révolus, le vieux Truesdale avait abattu par douzaines loups, chats, tigres et pumas, et quelques Curtis. Par contre, il enterra, sur la rive du lac, l'un de ses frères en même temps que la balle qu'il avait reçue dans le ventre. Puis, les Indiens Kiowa entreprirent leur dernière expédition contre les ranchs des hommes blancs situés entre le Frio et le Rio Grande, et Truesdale, à la tête d'une compagnie de volontaires, se rua sur les guerriers rouges et les extermina tous jusqu'au dernier, ce qui lui valut son sobriquet. Alors survint la prospérité. Les troupeaux s'accrurent de jour en jour, en même temps que les domaines. Et enfin la vieillesse lui apporta non pas la paix et le bonheur, mais l'amertume et la colère. Assis sous la véranda du Chibolo, pareil à un vieux lion, avec sa longue crinière blanche et ses yeux bleus étincelants de férocité, il grondait contre les pumas qu'il avait tués autrefois. Ce n'est pas le lourd fardeau des années qu'il maudissait ainsi, ce qui donnait un goût âcre et amer aux dernières gouttes qu'il buvait à la coupe de l'existence, c'est que son fils unique, Ransom, voulait épouser une Curtis, la seule héritière du clan ennemi. Les cow-boys s'étaient tus maintenant, pour mieux savourer, avec un fort bruit de ferraille et de gosier, leur boîte de fruits au sirop, tandis que les chevaux broutaient le gazon à grands coups de dents et que Sam exhalait une sorte de mélancolie lugubre, tout en peignant pour la 20e fois sa tignasse cuivrée devant un miroir ébréché. De la porte du magasin, l'on apercevait la vaste prairie qui s'étendait vers le sud, avec ses bouquets de mesquites verts et houleux dans les creux et ses têtes couronnées d'une broussaille noirâtre. Le chemin particulier du ranch se faufilait à travers les arbres, au fond de la vallée, pour aller rattraper, à 2 lieues de là, la vieille route nationale de San Antonio. Le soleil était si bas que la moindre éminence projetait une ombre immense sur l'océan vert et or de la prairie. Ce soir-là, l'ouïe fut plus rapide que les yeux. Le Mexicain leva son doigt bronzé pour faire cesser le fracas métallique des cuillères raclant les boîtes en fer blanc. « Un chariot, dit-il, traverse l'arroyo hondo, y écoute la roue, très rocailleuse le hondo. »« T'as de bonnes oreilles, Gregorio, dit Mustang Taylor. J'ai rien entendu que le chant de l'oiseau moqueur dans la brousse et le sifflet du zéphyr qui galipait à travers le vallon des bonheurs. » 10 minutes plus tard, Taylor s'écria. « Je vois la poussière d'un chariot juste au-dessus de ce bouquet de mesquites, tout au fond de la plaine. »« Vous avez des très bons yeux, Seigneur, » fit Gregorio en souriant. Ils apercevaient distinctement maintenant le petit nuage gris qui poudrait la crête des arbres au loin. 20 minutes plus tard, ils commencèrent à entendre le crépitement précipité des sabots des chevaux sur la piste, et presque aussitôt, les 2 poulains gris jaillirent du taillis en hennissant, faisant voltiger derrière eux le léger chariot comme un jouet. Un cri s'éleva des paillotes. « El amo! El amo !» 4 Mexicains se précipitèrent pour dételer les chevaux. Les cow-boys poussèrent un hurlement d'enthousiasme. « Hi-ha !»
Rance Truesdale, le conducteur, laissa tomber ses rênes et se mit à rire. « Il est sous la bâche, les gars, dit-il. Oui, je sais à qui, ou plutôt à quoi s'adressait votre onomatopée. Si ça me recommence à vous en laisser manquer, nous prendrons pour cible ces fameux souliers jaunes. Il y en a 2 colis. Sortez-les et grillez-en une. Pas trop tôt, hein ?» En cours de route, le temps s'était mis au beau. Rance avait enlevé la bâche et l'avait jetée dans le chariot, sur les marchandises. 12 mains fébriles l'arrachèrent et se plongèrent au milieu des sacs et des couvertures pour y saisir les caisses de tabac. Long Collins, délégué par l'équipe du San Gabriel pour venir chercher leur ration des plantes du Nord, Long Collins, l'homme aux jambes les plus longues du Texas, piocha la cargaison d'un bras semblable à une trompe d'éléphant. Il sentit sous sa main quelque chose de dur, tira et amena au jour un objet hideux, une sorte de paquet informe et boueux, rafistolé avec de la ficelle et du fil de fer, et dont l'extrémité entrebâillée livrait passage à des orteils humains, qui se contorsionnaient ainsi que la tête et les pattes d'une tortue énervée. « Fihou !» hurla Long Collins. « Dis donc, Rance, tu transportes des macabées maintenant ?»« Qu'est-ce que... » ?»« Mais il crotale !» Tel un gros ver visqueux qui sort de son trou, Curly, arraché à son lourd sommeil, se trémoussa, ondula, serpenta et finit par émerger de sa niche, les yeux clignotant comme un hibou ivre et repoussant. Son visage gonflé, fripé, sillonné de raies, avait cette teinte à la fois bleuâtre et sanguinolente des beefsteaks de bourricot qui ont fait un séjour prolongé à l'étal des bouchers mexicains. Ses paupières semblaient de petits ballons dont la fente imperceptible laissait à peine apercevoir les yeux. Son nez ne se pouvait comparer qu'à une betterave cuite. Et ses cheveux auraient fait la fortune du type qui pose pour le résultat obtenu après le 3e flacon de notre lotion capillaire. L'impression d'ensemble était celle d'un épouvantail à moineau qui eut soudain abandonné son poste pour aller demander de l'augmentation. Rance sauta en bas de son siège et toisa d'un air ébahi son étrange passager. « Eh dis donc, Ancrela, qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? Comment es-tu entré là-dedans ?» Les cow-boys formèrent le cercle. La joie causée par cette aventure leur faisait oublier le tabac. Curly jeta les yeux tout autour de lui, en grondant comme un terrier frisé dans sa barbe hirsute. « Où qu'on est ?» demanda-t-il d'une voix qui rappelait le grincement d'une scie sur une pierre de taille. « En pleine cambrousse, dans la vase ? Pfff, pourquoi vous m'avez amené ici, hein? Est-ce que je vous ai donné l'adresse de cette sacrée ferme, taxi? Qu'est-ce que vous avez à me regarder, bande de pétzouilles? Caltez ou je vous bourre le trognon !»« Sors-le de là, Collins, » dit Rance. Curly s'envola soudain et atterrit en vol plané sur ses omoplates. Il se releva et s'assit sur les marches du magasin, secoué de frissons et ricanant, la tête sur ses genoux. Taylor empoigna une caisse de tabac et l'ouvrit. Aussitôt une demi-douzaine de cigarettes, roulées en un clin d'œil, s'allumèrent. L'intérêt se concentra de nouveau sur le clochard. « Comment es-tu entré dans mon chariot ?» répéta Rance, brutalement cette fois. Curly reconnut l'accent. C'était celui des employés de chemin de fer, des policemen et autres représentants de la fatalité publique. « Moi ?» répliqua-t-il. « Oh, c'est à moi que vous parlez ? Oh, je me rendais à mon Palace Hotel, mais mon valet de chambre avait oublié de mettre mon pyjama dans ma valise. Alors je suis entré dans le garage et j'ai monté dans votre limousine. Mais je vous ai jamais dit de me conduire dans cette sale ferme, hein ? » « Qu'est-ce que c'est, Mustang ?» demanda Poké Rogers, qui dans son extase ne pensait presque plus à fumer. « C'est un mille-pattes, un batracien ou un snob ? De quoi que ça vit ?»« C'est un gnome gastropode, Pocky, » répondit Mustang. « C'est ça qui fait « Ouh, brrr, tigli, ouh » dans les arbres des marais pendant la nuit. Peut-être que ça mord ? Non, c'est pas ça, fit Long Collins. Ces gnomes que tu dis, ils ont des nageoires dans le dos et 18 doigts de pied. Ça, c'est un fœtus de mammouth aquarium. Ça vit sous la terre et ça mange des cerises. T'approches pas si près, d'un seul coup de sa queue préhensible, ça peut raser tout un village. Ça peut raser tout un village. Sam, le cosmopolite, qui appelait tous les barmen de San Antonio par leur petit nom, voulut participer à ce concours de zoologie. « Ma parole, c'est clochard !» annonça-t-il dogmatiquement. « Où avez-vous cueilli ce barbapou, Rance ? C'est pas que vous voulez entreprendre l'élevage des totos au ranch ?»« fit Curly, sur qui toute cette pétarade sarcastique faisait long feu. « Y en a pas un de vous qui aurait un verre de gnôle dans sa poche ? Vous pouvez rigoler. J'en ai tellement sucé que je vois plus clair. Taxi !» continua-t-il en s'adressant à Rance. « Vous m'avez embarqué dans votre sacré chalutier de prairie, mais est-ce que je vous ai dit de me conduire dans ce pensionnat de vaches ? J'ai soif. Je suis tout mal fichu.
Alors, ça vient? Rance comprit que les nerfs du vagabond étaient complètement brisés. Il envoya un Mexicain chercher à la maison un verre de whisky que Curly engloutit d'un trait. Aussitôt les yeux du vagabond s'illuminèrent d'une volupté de bon chien repu, à qui son maître vient de donner un beefsteak. « Merci, patron, dit-il d'une voix calme. « Ici, dit Rance, t'es à 50 kilomètres du chemin de fer et à 20 lieues du bistrot le plus proche. » Curly s'affala sur l'escalier. « Puisque t'y y es, continua Rance, viens avec moi. On ne peut pas t'abandonner dans la prairie. Tu pourrais te faire dévorer par un lapin de Garenne. » Il emmena Curly sous le hangar à voiture du ranch et déplia un lit de camp qu'il avait envoyé chercher en même temps que les couvertures. « Je ne pense pas que t'aies envie de dormir, dit Rance, puisque tu viens de roupiller pendant 24 heures. Mais tu peux toujours t'allonger là-dessus jusqu'à demain matin. Je vais t'envoyer quelque chose à manger par Pedro. »« Dormir ?» dit Curly. « Je pourrais dormir toute une semaine. Dites, mon vieux, si vous avez une boîte avec un couvercle, vous pouvez me mettre dedans ?» Le vieux Kiowa Truesdale, assis dans son grand fauteuil d'osier, était en train de lire à la lueur d'une immense lampe à pétrole. Rance posa près de lui le paquet de journaux qu'il avait apporté de la ville. « Te voilà de retour, Rance, dit le vieillard en levant les yeux. « Mon fils, reprit-il après un instant de silence, j'ai réfléchi toute la journée à cette chose dont nous avons parlé avant ton départ. Je veux que tu renouvelles ta promesse. Je n'ai vécu que pour toi. Je me suis battu dans le seul but de te protéger contre les loups, les Indiens et contre les hommes blancs qui étaient pires encore. Tu n'as pas connu ta mère. Je t'ai appris à tirer, à monter à cheval et à vivre proprement. Plus tard, j'ai travaillé dur pour récolter des dollars qui seront bientôt à toi. Tu seras un homme riche, Rance, quand je serai parti. C'est moi qui t'ai fait ce que tu es, qui t'ai formé, comme une lionne dresse ses petits. Tu ne t'appartiens pas. Tu es d'abord et avant tout un Truesdale. Alors réponds-moi catégoriquement. Oui ou non, vas-tu renoncer à cette ridicule histoire de mariage avec une fille des Curtis? Je vous le répète, dit Rance lentement. En tant que Truesdale et que votre fils, je n'épouserai jamais une Curtis. Tu es un bon fils, dit le vieux Kiowa. Va manger quelque chose. Tu dois avoir faim. Rance se rendit à la cuisine qui se trouvait à l'autre bout de la maison. Pedro, le cuisinier mexicain, se leva d'un bond pour servir le repas qu'il avait maintenu au chaud dans le four. « Rien qu'une tasse de café, Pedro. » Rance la but debout, puis il ajouta. « Pedro, il y a un vagabond sur un lit de camp dans le hangar en voiture. Va lui porter quelque chose à manger. Et tu peux mettre double ration. » Rance avait roulé 20 lieues ce jour-là, mais il ne semblait pas qu'il songeât le moins du monde à se mettre au lit. Au contraire, il sortit, se dirigea vers les paillotes des Mexicains et appela. « Manuel !» Un jeune palefrenier se précipita aussitôt. « Manuel, peux-tu m'attraper Baminos dans le petit pré ?»« Pourquoi non, señor? Y allez-vous, il y a des airs, près de la puerta, et là une longe à la patte. Bon, attrape-le et scelle-le-moi le plus vite que tu pourras. Prontito, señor. » Quelques instants plus tard, courbé sur l'encolure de Baminos, Rance passa au grand galop devant Sam, qui taquinait sa guitare au clair de lune, assis sur le seuil de son magasin. Baminos, le bon cheval B, mérite qu'on lui consacre un apophthegme. Les Mexicains, qui ont une centaine d'épithètes pour désigner la couleur des chevaux, l'appelaient El Grullo, ce qui pourrait se traduire par baie clair, gris souris, ardoise. Une ligne noire suivait tout son dos, depuis la crinière jusqu'à la queue. Il était infatigable, presque immortel. C'était le seul cheval capable de parcourir dans une journée un nombre de kilomètres pouvant rivaliser avec le chiffre indiqué au compteur d'un taxi de New York, dont le passager provincial, débarquant du train, a dit au chauffeur « Conduisez-moi aux Folies Cocottes par le plus court chemin !» Ici, finit l'apothegme. À 3 lieues à l'est de Chibolo, Rance ralentit son allure et arrêta Baminos sous un grand ratama. Le bel arbre aux corolles d'or répandait un parfum plus exquis encore que celui des roses de France. La lune avait allumé sa grosse lanterne dans l'immense prairie céleste, où des milliards de noctambules semblaient se promener, une bougie à la main. À quelques pas de là, une famille de petits lapins sauvages folâtraient et gambadaient ainsi que des chatons. À 12 kilomètres plus à l'est luisait une pâle étoile, qui paraissait prête à s'engloutir derrière l'horizon. Les cavaliers nocturnes, à qui elle servait souvent à se diriger, savaient que cette constellation n'était autre que la lumière du Rancho de los Olmos. 10 minutes s'écoulèrent.
Puis Yenna Curtis arriva au galop sur son bouillant alezan Dancer. Les deux jeunes gens se penchèrent l'un vers l'autre, et non, ils s'étreignirent seulement les mains, avec force et prolongation. « J'aurais pu m'approcher davantage de chez vous, dit Rance, mais vous me l'avez défendu. » Le rire de Yenna fit teinter la coupole de cristal, qui semblait recouvrir le plat de verdure sur lequel les deux jeunes gens représentaient le plus savoureux, le plus enivrant, l'unique condiment de la vie. Sous les gentils rayons de la lanterne sélénienne, Rance vit briller des dents blanches et des yeux intrépides. Oui, malgré le clair de lune, le parfum du ratama, malgré même la beauté mâle et puissante de Rance Pyram Truesdale, l'audace, la fierté, le courage se reflétaient, plutôt que la tendresse, sur le visage de Yenna Tisbé Curtis. Mais elle était venue quand même au rendez-vous, à 12 kilomètres de chez elle. « Je vous l'ai dit assez souvent, Rance, fit-elle. Vous et moi, nous nous rencontrons toujours à mi-chemin. »« Alors ?» demanda Rance en questionnant du regard. « Oui, dit Yenna avec un petit soupir. Je le lui ai dit après déjeuner, pensant que ce serait le meilleur moment. Dites, Rance, avez-vous jamais réveillé un lion? C'est tout juste s'il ne mit pas le ranch en pièces. Il rugissait. Tout est fini, Rance. J'aime mon vieux papa et j'ai un peu peur de lui aussi. Il m'ordonna de jurer que je n'épouserai jamais un Truesdale. J'ai juré. C'est tout. Avez-vous été plus heureux? Oui, dit Rance. Le mien n'a pas rugi. Il s'est contenté de montrer les dents. Rien à faire. J'ai dû lui jurer que son fils n'épouserait jamais une Curtis. Je ne pouvais guère agir autrement. Il est bien vieux. Je suis navré, Yenna. Je n'aurais jamais cru, dit-elle ardemment, que je puisse vous aimer davantage d'avoir ainsi renoncé à moi. Mais c'est vrai. Il faut que je m'en retourne maintenant, Rance. Je suis parti en cachette et c'est moi qui ai scellé Dancer. Bonne nuit, voisin. Ils se séparèrent. Rance se lança au galop. Yenna posa un instant, se retourna sur sa selle et cria « N'oubliez pas que je vous rencontrerai toujours à mi-chemin, Rance !»« Au diable, les vendettas et les querelles de famille !» murmura Rance d'un ton bourru en pressant les flancs de son cheval. En arrivant au Chibolo, Pyram Rodrigue Rance Truesdale remit son cheval au pré et se retira dans sa chambre. Avant de se coucher, il ouvrit le tiroir de son vieux bureau, importé du Sud, pour y prendre les lettres que Yenna lui avait écrites lors d'un voyage qu'elle avait fait au Mississippi. Le tiroir s'entrebâilla et se coinça aussitôt, selon la coutume des tiroirs. Rance le secoua frénétiquement et l'arracha, selon la coutume des hommes. Le tiroir se vengea en écorchant les deux mains de Rance, selon la coutume des hommes et des tiroirs. Au cours de la lutte, une vieille lettre toute jaunie jaillit de ses doux et tomba aux pieds de Rance. Il la ramassa, la déplia et la lut. Puis il la relut attentivement et quand il eut fini, se plongea pendant quelques minutes dans une méditation profonde, tandis qu'un sourire mystérieux éclairait son visage et que ses yeux s'illuminaient d'une flamme étrange. Décidément, il n'y avait pas moyen de se coucher cette nuit-là. Rance remit son chapeau, sortit et se dirigea rapidement vers l'une des paillotes mexicaines, où il entra. « Tia Juana, dit-il, je voudrais causer un moment avec toi. » Une vieille femme mexicaine, toute blanche et ridée, se dressa aussitôt. « Tia Juana, dit Rance en espagnol, en ôtant son chapeau. Qui suis-je? »« Mais vous êtes dans Ransom, notre bon maître, répondit la vieille étonnée. Pourquoi me demander cela? Tia Juana, qui suis-je? Répéta Rance en fixant sur la vieille des yeux sévères. Une expression d'effroi se répandit sur le visage de la Mexicaine, qui se mit à tripoter fébrilement son châle noir. Qui suis-je, Tia Juana? Répéta Rance en haussant légèrement le ton. 32 ans, sur ce rancho Chibolo y ai vécu. Pieusement y espérais sous un arbre du jardin m'enterrer avant ces choses qu'elles fussent connues. La puerta, fermez-la dans Ransom, et y vais parlé. Dans vos yeux, y est lit que vous savez. Au bout d'une heure, la porte de Tia Juana s'ouvrit, et Rance sortit lentement. Comme il passait devant le hangar aux voitures, une voix éraillée le héla. « Hé, gouverneur !» cria Curly. Il était assis sur son lit et fumait une cigarette en balançant nonchalamment ses jambes. « Dites, grogna le vagabond, c'est pas une façon de traiter un homme que vous avez kidnappé. Tenez, je me suis fait une beauté pour aller dans le monde. J'ai emprunté un rasoir à cette espèce de lama aux pieds jaunes qui rumine dans le magasin, et je me suis gratté la couenne. Oui, j'ai remarqué que c'était plein de gentlemen rupins dans votre collège de bestiaux, et j'ai pas voulu faire honte. Mais c'est pas tout ça.
Il manque encore quelque chose. Dites, baron, vous n'auriez pas par hasard un autre verre de gnôle dans votre étui à revolver? Vous me devez bien ça, taxi. Je vous ai jamais dit. Lève-toi et viens un peu ici à la lumière, dit Rance en le dévisageant attentivement. Curly s'approcha d'un air maussade. Son visage, rasé de frais, semblait transformé. Il avait même pris soin de débroussailler sa tignasse, de la peigner, que dis-je, de la lustrer au moyen d'un tube de brillantine offert par l'élégante et obligeant Sam, et elle retombait maintenant en longues mèches luisantes sur les oreilles, son front et son cou, avec une ondulation particulièrement originale. Un clair de lune charitable estompait les ravages que l'alcool avait imprimés sur les traits du vagabond, à qui son nez aquilin, son menton bien découpé donnait presque un certain air de distinction. Rance s'assit sur le lit et contempla Curly longuement, intensément. « D'où sors-tu » demanda-t-il enfin. « As-tu encore des parents quelque part, un foyer, une adresse ?»« Moi » fit Curly, sarcastique. « Je suis un duc, lord Reginald Crankister Lee Vermingham. »« Non, chef, je connais pas mes ancêtres. Je me rappelle pas avoir été autre chose qu'un clochard. Dites, Sherlock Holmes, ça a à venir la gnôle, oui ou non ?»« Peut-être. Si tu réponds d'abord à mes questions. Comment es-tu devenu un vagabond ?»« Moi » répondit Curly. « C'est une profession que j'ai adoptée au berceau, cas de force majeure. J'ai débuté à 6 mois, ou peut-être à 3 ans, sous la direction d'un grand traînard fainéant qui s'appelait Beefsteak Charlie. M'envoyait mendier dans les maisons. Souvent, je pouvais même pas attraper la sonnette. »« Ne t'a-t-il jamais dit comment il était devenu ton propriétaire ?» demanda Rance. « Un jour qu'il était sous. Je lui ai entendu raconter qu'il m'avait acheté pour 6 pence et un vieux revolver à une bande de rôdeurs mexicains. C'est fini l'interrogatoire. J'ai tout avoué. »« Parfait, dit Rance. Pas de doute, tu es un bœuf sauvage. Je vais te mettre la marque du Chibolo sur la croupe. Dès demain, tu iras travailler dans l'un de mes campements. »« Travailler » siffla Curly avec une expression d'invincible mépris et d'incommensurable répugnance. « Pour qui que vous me prenez ? Vous pensez tout de même pas que je vais chasser les vaches à court et jouer à saute-mouton dans les troupeaux de gigots comme tous ces pézouilles qui étaient devant le magasin tout à l'heure ? Sans blague !»« Oh, ça finira par te plaire quand tu y seras habitué, » dit Rance. « Oui, je vais t'envoyer à boire par Pedro. Et je crois que tu feras un cow-boy de première classe, avant même que j'en ai terminé avec toi. »« Moi » cria Curly. « Je plains les vaches que vous me donnerez à chaperonner. Elles pourront bien aller au lit toutes seules. N'oubliez pas ma consommation, chef. » Avant de rentrer à la maison, Rance passa par le magasin. Sam Revel était en train d'ôter religieusement ses souliers jaunes et allait se mettre au lit. « Est-ce qu'il viendra un homme du campement de San Gabriel demain matin ?» demanda Rance. « Long Collins, répondit Sam brièvement. Pour le courrier. Dis-lui d'emmener ce vagabond avec lui au campement et de le garder jusqu'à ce que j'arrive. » Lorsque Rance mit pied à terre le lendemain après-midi au San Gabriel, il trouva Curly assis sur ses couvertures et donnant une 100e répétition privée de son répertoire de jurons. L'intrus, que les cow-boys affectaient d'ignorer complètement, était tout barbouillé de poussière et de crasse noirâtre. Ses vêtements avaient atteint l'extrême limite de la résistance dans le bastion du décorum. Rance se dirigea vers Buck Rab, le chef du campement, et lui adressa quelques brièves paroles. « Une bourrique finie !» répondit Buck. « Veux pas travailler ? Jamais vu une brute aussi grossière. Savez pas ce que vous vouliez en faire, alors j'ai laissé de côté en vous attendant. Les gars l'ont condamné à mort au moins 12 fois. Mais je leur ai dit que vous vouliez le conserver, sans doute pour la torture. » Rance ôta son veston. « J'ai une rude tâche à accomplir, Buck, à ce qu'il paraît. Mais il faut que ce soit fait. Il faut que je fasse un homme de cette loque. C'est pour cela que je suis venu au camp. » Il se tourna vers Curly. « Frère, dit-il, ne penses-tu pas qu'un bon bain te permettrait de prendre place parmi tes camarades sans plus offenser leur système olfactif ?»« Débinez-vous, fermier, répliqua Curly sarcastique. Bébé sonnera sa nounou quand il aura envie de prendre son tube. » Le charco, l'abreuvoir, était à 10 mètres de là. Rance prit Curly par un pied et le traîna jusqu'au bord de l'eau comme un sac de pommes de terre. Puis, avec un geste puissant et précis de disco-ball, il lança le pouilleux dans le milieu de la mare. Curly sortit de l'eau en soufflant comme un phoque. Rance l'attendait sur la berge avec une serviette et un morceau de savon. « Va-t'en de l'autre côté avec ça, dit-il. Quand tu seras propre, Buck te donnera des vêtements secs. » Le vagabond obéit sans un mot. Le souper était prêt lorsqu'il reparut, méconnaissable, avec une chemise bleue et un pantalon kaki. Rance l'observait du coin de l'œil.
Seigneur, murmura-t-il, j'espère qu'il n'est pas capon, pourvu qu'il ne se montre pas un lâche. Son incertitude dura peu. Curly se dirigea tout droit vers lui, ses yeux bleus lança des flammes. Maintenant que je suis propre, dit-il d'un ton agressif, peut-être que nous pourrions avoir une petite conversation. Alors c'est ça votre pique-nique obligatoire? Tas de bouseux. Vous croyez peut-être que je vais me laisser incendier comme ça, parce que je peux pas fiche le camp de votre salle à manger à vache, hein? Eh ben, tenez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et ping! La main droite de Curly s'abattit avec un claquement retentissant sur la joue gauche de Rance et laissa sur la peau bronzée la marque rouge de ses 5 doigts. Rance sourit béatement. Et puis... Les cow-boys parlent encore aujourd'hui de la bataille qui suivit. Au cours de ses multiples pérégrinations, Curly avait appris, par expérience, l'art, sinon d'attaquer, tout au moins celui de se défendre avec ses poings. Rance possédait seulement la force et l'équilibre magnifique que procure une parfaite santé, et l'endurance de ceux qui mènent une vie saine. La balance était ainsi à peu près égale, entre une faiblesse artificieuse et une robustesse naturelle, mais les organes intacts au point malhabile finirent par l'emporter sur le foie congestionné et le cœur hypertrophié du boxeur des rues. Rance atteignit son adversaire d'un large, maladroit et formidable swing à la mâchoire, et Curly s'écroula dans l'herbe, vaincu, mais non pas dompté. Rance alla faire couler un peu d'eau fraîche sur sa lèvre fendue. Il avait l'air radieux. Il serait infiniment profitable de faire connaître aux éducateurs et aux moralistes l'espèce de dressage auquel Rance soumit son élève, pendant les 32 jours qu'il passa au Centre Gabriel. Son professeur n'avait aucune belle théorie à expérimenter. Son stock de pédagogie se réduisait, je pense, uniquement à l'art de dompter les Mustangs et à la fois en l'hérédité. Les cow-boys comprirent que leur patron s'efforçait de faire un homme de l'étrange animal qu'il avait introduit parmi eux, et tacitement, ils s'organisèrent en une sorte d'université collaboratrice. Mais leur technique éducative était très spéciale. Curly n'oublia pas sa première leçon. Il prit goût au savon et à l'eau, et finit, comme tous les néophytes, par leur vouer un véritable culte. Ce qui causait le plus de satisfaction à Rance, c'est que son élève tenait le coup à chaque progrès qu'il faisait, bien que ces progrès fussent parfois assez décousus. Un jour, il s'empara de la bouteille de whisky que l'équipe conservait religieusement dans le chariot à vivre en cas de morsure de serpent, et passa 16 heures couché dans l'herbe, magnifiquement saoul. Quand il se releva, son premier soin fut d'attraper le savon et la serviette, et de se diriger en titubant vers le charco. Une autre fois, Curly déroba un panier de tomates fraîches et de jeunes oignons qui venaient d'arriver du ranch, et avala goulûment toute cette précieuse cargaison de primeurs avant que les cow-boys fussent de retour au campement pour le dîner. Et alors ceux-ci le punirent à leur manière. Pendant 3 jours, ils ne lui adressèrent pas la parole, si ce n'est pour répondre à ses questions ou à ses remarques, ce qu'ils faisaient avec une politesse glaciale, mais irréprochable. Ils se jouaient des tours les uns aux autres, ils se donnaient entre eux de grandes bourrades affectueuses, ils s'accablaient mutuellement de reproches débonnaires et d'injures amicales. Mais vis-à-vis de Curly, ils se montraient simplement polis. Il s'en aperçut vite, et cela ne laissa pas de le mortifier profondément, ainsi que Rance l'avait espéré. Puis, une nuit qu'il soufflait un aquilon glacial et humide, Curly se leva et alla étendre ses propres couvertures sur le jeune Wilson, le benjamin du campement, qui était couché avec la fièvre depuis 2 jours, puis s'en fut dormir sous le chariot à vivre, enveloppé dans une couverture de cheval. C'est là qu'il fut trouvé le lendemain matin par Joey le cuisinier. 3 jours plus tard, Curly venait de s'endormir, roulé dans ses couvertures. Alors les cow-boys se livrèrent sans bruit à des préparatifs mystérieux. Rance aperçut Long Collins qui attachait une corde au pommeau d'une selle, d'autres avaient sorti leurs revolvers. « Merci les gars, dit Rance. J'espérais bien que vous le feriez, mais je ne voulais pas vous le demander. » Tout à coup, une douzaine de coups de revolver explosèrent avec un fracas terrifiant dans le calme profond de cette nuit de brousse, puis d'affreux hurlements retentirent, tandis que Long Collins franchissait le corps de Curly en traînant la selle derrière lui. Ce n'était qu'une aimable manière qu'ils avaient de réveiller leur victime. Ensuite, ils le persécutèrent pendant une bonne heure, sans lui épargner les brimades grotesques en usage dans les campements. Toutes les fois qu'il émettait une protestation, il l'étendait sur un rouleau de couverture et le fouettait sévèrement avec une paire de guêtres en cuir. Et tout cela signifiait que Curly avait gagné ses éperons, qu'il recevait l'accolade des cow-boys. Plus jamais il ne serait poli envers lui. Désormais, il serait leur partenaire, leur camarade de selle, étrier contre étrier. Quand la cérémonie fut terminée, les tortionnaires se précipitèrent sur un grand pot à café que Joey avait laissé près du feu.
Rance observait attentivement le nouveau chevalier, cherchant à deviner si celui-ci avait compris et s'il allait se montrer digne de son investiture. Curly, portant sa tasse de café, alla s'asseoir en clopinant sur un tronc d'arbre. Long Collins et Buck Rab le suivirent et s'assirent à ses côtés. Curly se contenta de grimacer un rictus. Le lendemain, Rance donna un cheval, une selle et un équipement complet de cow-boy à Curly et le confia à Buck Rab, en recommandant à celui-ci de terminer l'instruction de son protégé. 3 semaines plus tard, Rance revint faire un tour au campement de Buck Rab qui se trouvait cette fois à Snake Valley. Les cow-boys étaient en train de seller leurs chevaux. Rance appela Long Collins. « Comment va mon apprenti ?» demanda-t-il. « Allonge le bras, tu vas mettre la main dessus » fit Long Collins avec un sourire satisfait. « Et tu peux lui serrer la cuillère, il le mérite. C'est le meilleur de nous tous à présent. » Rance tourna ses regards vers le jeune cow-boy au visage bronzé, qui se tenait en souriant près de Long Collins. Était-il possible que ce fût la Curly ? Rance lui tendit sa main que l'autre étreignit d'une poigne d'acier. « J'ai besoin de toi au ranch, » dit Rance. « Entendu, » fit Curly cordialement. « Mais je veux revenir ici. Ça, c'est une chic ferme, à la bonne heure. Vous savez, y a pas un sport qui vaille cette corrida qu'on fait tous les jours avec vos vaches. Quant aux copains, eh bien, c'est du premier choix. » Ils mirent pied à terre devant la maison d'habitation du Chibolo. Rance laissa Curly sous la véranda et entra seul dans le salon où le vieux Kiowa Truesdale était en train de lire son journal. « Bonjour, monsieur Truesdale, » dit Rance. Le vieillard tourna vivement sa tête blanche. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il. « Pourquoi m'appelles-tu monsieur ?» Mais ce qu'il lut dans les yeux de Rance lui coupa la parole, et la main qui tenait son journal se mit à trembler légèrement. Un silence poignant régna durant quelques instants dans la pièce. « Tu... Comment as-tu su » bégaya le vieillard. « Oh, ne vous frappez pas » fit Rance en souriant. « Il n'y a rien de mal dans tout ça. C'est par hasard que je l'ai découvert, et Tia Juana m'a tout expliqué. Je t'ai toujours traité comme un fils, dit le vieux Kiowa d'une voix tremblante. Je le sais, fit Rance gentiment. Tia Juana m'a tout raconté. Je sais que vous m'avez recueilli dans un convoi de prospecteurs qui se dirigeait vers l'ouest, et que vous m'avez ensuite adopté. Je sais aussi que votre propre fils, qui devait avoir 2 ou 3 ans comme moi à cette époque, avait disparu quelques semaines auparavant, probablement kidnappé par cette bande de rôdeurs mexicains qui étaient venus vous tondre les brebis au ranch. Oui, fit le vieillard d'une voix cassée par l'émotion. Mon gosse était perdu. Perdu pour toujours sans doute. Alors quand ces émigrants vinrent à passer, je te vis, tout seul. Ta mère et ton père étaient morts successivement sur la route. Je demandais à te garder. Voilà. Je pensais que tu ne le saurais jamais, que tu deviendrais un Truesdale, le dernier des Truesdale. La voix du vieillard se brisa complètement. Rance s'approcha de lui et lui mit affectueusement la main sur l'épaule. Je n'ai plus, jamais, entendu parler de mon gosse, ajouta le vieux Kiowa, dont les yeux au reflet d'acier étaient humides. Ou je me trompe fort, ou c'est lui qui attend derrière la porte, dit Rance en s'éloignant pour aller chercher Curly. Le vieux lion à la crinière de neige poussa un rugissement poignant, se leva et fixa sur la porte des yeux égarés en s'appuyant des 2 mains sur la table. Curly entra, fit quelques pas et s'arrêta, surpris. Aucun doute n'était possible. Le vieillard et lui avaient le même visage impérieux, le même nez aquilin, le même menton carré, les yeux bleus aux reflets métalliques. Les 2 hommes se dévisagèrent intensément. Puis Curly promena lentement ses regards dans la pièce, d'un air intrigué. Soudain, il montra du doigt la cloison en face de lui. « Où est le tic-tac » demanda-t-il machinalement. « La pendule » hurla le vieux Kiowa d'une voix délirante. « La grande pendule était là autrefois. Rance !» Mais Rance n'était plus là. À cheval sur le brave Baminos, il galopait déjà comme le vent à travers la brousse, vers le rancho de los Olmos, vers sa tisbée retrouvée. Curly s'avança en hésitant et fit tomber une lettre que quelqu'un avait glissée sous son bras. Il la ramassa, la tourna entre ses doigts d'un air embarrassé et la tendit en souriant au vieillard, qui la lut à mi-voix, bredouillant par endroits. « Mon vieux, adieu et bonne chance. Je vous ai donné un père, mais vous m'avez rendu une femme. Nous sommes quittes. Embrassez bien le vieux Kiowa de ma part. On ne peut pas être plus chic pour moi qu'il ne l'a été. Encore une fois, bonne chance et un de ces jours peut-être.
Rance, post-scriptum, n'allez pas adopter la vendetta du vieux papa au moins, comme c'est moi qui vais épouser la dernière des Curtis. Le vieillard froissa la lettre avec colère, mais il leva la tête, revit Curly, et la flamme cruelle qui brûlait son regard se fondit en une lueur de tendresse. Car il n'y a pas de haine qui puisse être aussi forte que l'amour d'un père pour son fils. C'était Gracchus raconte,